Certains pensent déjà que Peyton Talbot est le futur champion de la division. 25 ans, 5 victoires, 0 défaites avec 5 finishes en amateur, 8 victoires, 0 défaites avec 7 finishes en professionnel, qui n'a pas spécialement construit son palmarès contre des canettes et qui vient d'éteindre un autre prospect en bantamweight en Cameron Saaiman. C'est assez clair qu'il est prometteur. Son prochain adversaire, Yanis Ghemmouri. On vous analyse ce combat de l'UFC 303 avec Aldric après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, je vais commencer très simple. Que penses-tu, toi, de manière générale, de Peyton Talbot? Est-ce que la hype est réelle? Il m'a beaucoup impressionné sur son combat au Dana White Contender Series. Il avait défendu des amenés en lutte avec des saltos, enfin des flips, ils appellent ça, tout ça. Donc, tu sentais que malgré son jeune âge, parce qu'aujourd'hui il fait 25, donc rétroactivement, je pense qu'il a dû faire le Dana White Contender à 23 ans. Il avait 24 sur le Tale of the Tape, il avait 24. Ouais. Donc, il y avait une très grande folie dans sa façon de combattre et c'est rare, tu vois. Souvent, les gars, ils sont plutôt trop timides, ils n'osent pas montrer des choses. Donc, c'était très intéressant. Ensuite, je te cache pas que son premier combat à l'UFC, il perd le premier round, il gagne le deuxième, mais je vais être un peu dur dans certains mots que je vais utiliser, mais plutôt lay and pray, tu vois, le deuxième round. Et par contre, très grosse accélération, et on va y venir. Il est dangereux quand il arrive à générer une dette d'oxygène. Là, à ce moment-là, il est extrêmement dangereux. Mais sur le deuxième, enfin son premier combat à l'UFC et son deuxième combat dans l'organisation, je l'avais trouvé bon, mais sans plus. De là à parler d'un top prospect, d'un champion de la division, d'un futur champion de la division, c'était un petit peu prématuré. Après, pareil, il faut quand même recontextualiser. J'ai extrêmement aimé le combat contre Saaiman parce que c'est un jeune foufou, c'est un mec qui s'entraîne avec Duplessis. C'est un garçon qui a un énorme cardio du fait qu'il s'entraîne en hauteur, tout ça à Pretoria. Donc, il l'a pulvérisé. Donc, c'était un combat vraiment impressionnant de maturité et de force physique, de puissance. Ouais, là, il a été vraiment très impressionnant. Donc oui, je suis extrêmement hypé par ce garçon. Après, tu l'as dit, si tu regardes son topologie, il y a des 8-1 même dans l'organisation du Rija Faber. Donc il a pris des mecs solides, mais il faut quand même raison garder pour le voir comme un futur champion de la KT. Moi, exactement, ça me semble prématuré de parler futur champion. Clairement, c'est un gros prospect et pour moi, il y a une grosse progression entre ce qu'il a proposé contre Aguirre et ce qu'il a proposé contre Saaiman. Donc, on peut aussi spéculer sur le fait qu'il y aura encore une progression pour le visage qu'il va montrer à l'UFC 303. Parlons peut-être un peu de son style dans la cage. Là, on a fait une analyse un peu macro de ce qu'il a proposé sur ces 3 combats depuis qu'on le voit sous l'enceinte, sous la bannière UFC. Donc, il est 2-0 à l'UFC, 1-0 au Dana White Contender Series pour sa signature. Et il y a un genre d'évolution dans son style. Donc, aujourd'hui, sur base de son dernier combat principalement, mais ça se ressentait déjà dans les bribes qu'on a vues sur ces 2 combats d'avant, il met la pression, il cherche à avancer. Il a une très bonne gestion de la distance qui continue de s'améliorer, je trouve. Sa façon de rentrer dans un range pour taper, pour sortir derrière, c'est assez impressionnant. Sa réactivité défensive est exemplaire sur les 2 niveaux du dessus. Je trouve que tu lui envoies un body kick, tu lui envoies un high kick, tu attaques en anglaise sa tête, son corps, ça défend très bien. Un peu plus vulnérable sur les low kicks. Et alors, tu l'as dit, hein, surtout contre Saaiman, on a l'impression qu'il cogne, il dure, il est précis, il a un très bon timing sur ses contres. Surtout les coups de genoux là qu'il envoie contre Saaiman, c'est impressionnant.
Que dire de plus? Debout, il utilise des feintes, très belle variété d'attaque sur les 3 niveaux, avec toutes les armes. Il y a des coudes qui sortent, il y a de l'anglaise qui sortent à mi-distance, à longue distance. Il y a les kicks qui sortent sur les 3 niveaux. Ouais, un profil difficile à aborder, hein. Il a vraiment un style très compliqué à aborder, je trouve. Je te rejoins. On a quand même vu. Alors, parce que à cet âge-là, c'est pas dénué de bon sens que de dire qu'il y a eu une marge de progression très importante, puisqu'il s'est passé, je crois, 7 ou 8 mois entre son premier combat à l'UFC et son second. Deux solutions. Ou il a une marge de progression énorme et voilà. Et donc, on a vu juste le reflet de cet entraînement et de cette progression. Et dans ce cas-là, c'est quand même si moi je reste persuadé que Yanis est très bien préparé et qu'il va lui imposer bien plus de difficultés que les pseudo 3% que j'ai cru voir sur un site en disant que Tapology avait dit ça et que les codes de Paris. On reviendra après dessus parce que c'est pas correct ce qui a été dit. C'est RMC hein, sur Twitter qui a mis ça, mais ils sont bourrés. C'est les paris. En fait, c'est les mecs qui sont membres de Tapology qui mettent un pourcentage. Ça. Mais s'il y a que tes copains qui votent, ça fait des résultats dénués de bon sens. On parle bien de ça. J'ai pas vérifié. Hein, je te dis ça. Donc, c'est le community poll. Donc, c'est les sondages de la communauté Tapology où il y a 98% des gens qui voient Talbot l'emporter. Ce qui me semble pas dénué de sens parce que c'est beaucoup d'Américains dessus. Par contre, les codes de Paris sont pas ouf. C'est quoi? C'est du non. Ouais, on y reviendra. On y reviendra un peu après. On y revient. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce? Moi, je pense qu'il y a une grosse marge de progression entre les deux combats, mais il y a quand même deux styles diamétralement opposés. Il se fait lutter dans son premier combat à l'UFC et ça marche. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il est un peu foufou et que du coup, même s'il est capable de taper un salto au lieu de faire un sprawl, sa folie fait que sur sa maîtrise des distances, quand on veut le lutter, c'est pas une critique, hein. Parce que j'ai l'air négatif, alors que quand j'ai vu l'annonce du combat, j'étais vraiment hypé parce que j'ai envie de voir ce petit à haut niveau. Et pour moi, Guémouri, c'est déjà un step-up. Malgré le fait qu'il a pris des mecs sérieux, et Yanis Guémouri est très chiant parce que il est chiant à boxer, il tourne pas mal, il a une boxe en reculant, un peu à l'image de celle de Gomis. Et les gens sont un peu refroidis, ils disent c'était pas bien. Non, mais c'est le style qui fait le combat. Et je pense très sincèrement que si tu mets deux mecs qui sont bons à boxer, c'est pas des contreurs, c'est des mecs qui boxent en reculant. Et là, je parle de William Gomis et de Yanis. Du coup, effectivement, ça a fait un combat que moi, j'ai pas trouvé soporifique, mais qui a été jugé comme tel par beaucoup de fans à cette époque. Après, il y avait eu des combats de classe internationale avant, après. Ça a peut-être... ça a joué sur la perception aussi, ouais. Voilà. Jouer sur la perception, c'est le mot que je cherchais. Alors, comme on est fatigués tous les deux, on cède ce soir avec Chris. Ne vous inquiétez pas, les gars, on va peut-être compléter nos phrases. Mais oui, c'est le style qui fait le match-up et c'est bon de le rappeler. Donc, premier combat à l'UFC, il se fait lutter, il perd un premier round. Il fait un deuxième où il fait la même chose en fait. Il nous a pas montré vraiment ce qu'il a montré contre Simon, contre Cameron. Il s'est contenté de gagner ses points, de gagner son round. Par contre, au troisième, il avait généré une dette d'oxygène importante et c'est un carnage. Ça dure une quarantaine de secondes, fin du game et il l'étrangle. Donc, la résultante de ça, c'est que sur un striker, en principe, je vais nuancer mes propos, il est meilleur parce qu'il a une meilleure gestion de la distance. Je pense qu'il est meilleur sur du pied-point que pour réagir sur de la lutte. Totalement d'accord. La problématique là, si tu veux, c'est que le style de Yanis, qui est quand même grand pour un 61 et qui quand même fait beaucoup de combats dans sa carrière, on a pu l'annuler, c'est quand même assez rare qu'il se mette à lutter quelqu'un. Et même si je pense qu'il est tout à fait capable de le faire, entre être capable de le faire et en faire une win condition, il y a un énorme fossé qui laisse à penser que ce ne sera pas sa win condition. Après, je peux me tromper, peut-être qu'avec parce que je sais qu'il y aura Fares dans son coin et leur nouvelle équipe, ils ont pu peut-être mettre un game plan approprié, mais pour le moment, le peu de rounds qu'il a perdu, le petit, c'est
C'est sur de C'est la la lutte. lutte Et c'est vrai et le qu'il grappling. il a rarement été surclassé, effectivement, en stand-up, parce que tu l'as très bien dit. Il est très réactif. Il bloque pas tous les low kicks, voire pas du tout. Mais ça, c'est Mhm. pareil. Peut-être qu'ils vont Mais ça, capitaliser dessus. ça, on va devoir en parler parce que Yanis, ça fait partie de son Oui, game, ça par contre. oui, oui, je suis d'accord avec toi. Après, il contre très fort en anglaise. Et Mhm. en tout cas, sur le match-up de Simon, qui aurait pu poser des soucis à bien d'autres gars du roadster UFC à 61, là, il l'a pulvérisé parce que, en fait, c'est simple. Quand tu vas à la bagarre comme le fait Simon, si tu as un déficit de puissance envers le mec qui est en face de toi, bah, ça peut finir très mal. Et Mhm. il s'est avéré que c'est ce qui s'est passé et que malgré les qualités énormes et le bien que je pense du petit Kaimon Saman, bah, il y avait un déficit de puissance, il y avait des meilleurs appuis, il y avait des meilleures feintes, il a touché plus précis, il a touché au bon moment et ça fait un combat totalement déséquilibré qui laisse à penser qu'il y a une progression énorme, énorme, Ouais, énorme chez Talbot. ouais, c'est ça qui fait très peur en fait parce que euh, moi quand tu regardes les deux combats les plus faciles d'accès de Talbot, donc celui au Dana White Contender Series et ses débuts à l'UFC contre Nick Aguirre, tu vois qu'il perd 2 fois le premier round contre Cortez, Ouais, c'est très serré, ouais, mais sur les 3 scorecards, il perd le premier round. Contre Nick Aguirre, il perd le premier round. Donc tu te dis, ok, c'est un gars qui a besoin de temps pour s'installer dans le combat, comme tu le dis, créer une dette énergétique parce que il a une bonne gestion de son énergie et en plus de ça, il a un bon cardio. Donc le combiné ouais. des deux fait que plus le combat avance, plus il est à l'aise dedans. Mais quand tu regardes ce qu'il a proposé contre Simon, il commence très fort. Donc tu as l'impression que ce défaut-là, cette porte ouverte vers prendre le premier round, elle commence à se fermer parce que le mec progresse. Euh, il expose son dos dans les phases de lutte. Tu l'as dit. Comment est-ce qu'on a pris les premiers rounds contre lui? C'est en le luttant et en capitalisant sur son réflexe de lutteur, pas de grappleur, mais de lutteur, de tourner le dos pour se relever, pour travailler sur le grip. Et au final, face à un bon grappleur, tu arrives à passer tes crochets, à contrôler le dos, à même menacer un étranglement arrière pour Nick Aguirre, 2 fois d'ailleurs dans le combat, je pense. Donc il Ouais. y a moyen de prendre des Juste. rounds, il y a moyen de le menacer. Et si tu as vraiment bien bossé ton grappling offensif une fois que tu as le dos, il y a peut-être moyen de le finaliser là. Maintenant, contre Oui, Simon, tu vois que ses sprawls sont de face. Il essaye d'écraser, il tourne plus son dos, donc tu sens qu'il y a encore un travail sur ce défaut. Je trouve aussi que. Attends, c'était au Dana White Contender Series, contre Cortez. Il était perméable sur les resets. Tu sors du clinch, il y a moyen de lui claquer un petit coup dans sortie de clinch. Maintenant, c'est lui qui met le coup dans sortie de clinch. Et le dernier point sur lequel il semble pas encore avoir bossé, c'est sa vulnérabilité au low kick. C'est vraiment le dernier au truc. low kick, En fait, je suis moi, d'accord. c'est vraiment ça qui me fait peur dans ce combat. C'est tu m'aurais annoncé Yanis Gemouri contre Talbot après le combat de Talbot contre Aguirre, j'aurais dit je donne pas Gemouri favori, mais c'est serré sur papier. Mais avec tous, alors peut-être que c'était son grand soir et que ce sera pas, mais ici je suis obligé de spéculer. Je pense qu'il a vraiment progressé et qu'il va continuer à progresser. Et c'est ça qui me fait le plus peur en fait dans ce combat, c'est que ce qu'il a proposé contre Simon par rapport à ce qu'il avait proposé avant, ça me laisse croire que déjà la version contre Simon, elle va être très compliquée à battre, mais en plus de ça, il risque d'être encore meilleur euh, que ce soir-là. Non, Donc mais voilà. Chris, j'en ai fait moins que toi et Brian, mais on en a déjà fait pas mal des reviews de français et on a le droit d'aller dans le sens de certaines cotes de paris et de dire ok, c'est un combat où il n'est pas favori. Je pense qu'effectivement il y a des armes à exploiter, il y a des entre guillemets des failles, mais on se doit d'être raisonné et raisonnable parce que c'est un combat très difficile et, et effectivement il est underdog euh, euh, sans aucune contestation, tu vois. Il y a un favori, il y a un combat difficile, il y a des clés. Je pense vraiment qu'il y a des clés. Il y a des points sur lesquels on se doit d'être réservé et j'y viens maintenant. Euh, il y a un chemin, effectivement, en boxant, en reculant, en essayant de contrer, en travaillant en zone basse. Je pense qu'il y Ouais. a vraiment un chemin et je pense que même s'il a pris des mecs capés, Gemouri, c'est un bon niveau de boxe. Il s'entraîne avec Fares, il s'entraîne avec pas mal de très gros strikers. Et on le sait qu'il excelle pas mal dans ce domaine. Et puis, si toutefois il fallait encore plus le préciser, on rappelle que le combat avec William Gomis était très serré. Pour l'instant, Gomis, il est sur un 4-0, si je dis pas de bêtises, au UFC. Donc, il n'y a pas lieu de discuter. C'est un très bon prospect.
Et en plus, voilà, il y a du contexte aussi autour de ce combat. On va pas considérer ça comme une excuse. Non. C'est bien que tu parles du contexte, Chris, parce que j'y viens. Il y a quand même, et on se doit de le rappeler, un contexte dans ce combat défavorable à Yanis qui fait que il devait combattre à 61, il n'a pas pu, il s'est retrouvé à 66. Donc la performance en elle-même, aller chercher un 66 qui est très bon en striking et faire ce qu'il a fait, c'est pas mauvais. Par contre, il y a le fait qu'à 61, on l'a pas vu encore depuis pas mal d'années, puisque la dernière fois, je crois qu'il avait raté un poids au Brave aussi. Et du coup, on sait il est quand même costaud. Moi, je l'ai vu, il était dans la salle d'échauffement de Manon tout au long de la Fight Week. Et on sait que c'est quelque chose de difficile pour lui. Donc là, il y a quand même un moment où on doit être réservé, parce que là, pour que le chemin de victoire passe, il faut que ça passe bien au niveau du striking, qu'il y ait pas mal de travail en zone basse, mais le plus important, c'est ne pas créer de dette énergétique et être constant sur 3 rounds, parce que son adversaire nous a montré que à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Il monte en puissance, c'est même plus un diesel qu'un turbo, tu vois. Il est contre Simon, il nous a montré carrément 3 rounds très forts. Il a bien démarré. Dans ses précédents combats, un round et 1 minute, mais ouais. Je voulais dire un démarrage de round très important. Ouais. Et dans ses combats précédents, il est montré que sur 3 rounds, il pouvait finir très fort. Donc ça, c'est une vérité. Son adversaire est durable et je pense qu'il a une bonne gestion de la catégorie 61 kg. Donc la chose la plus certaine, c'est que s'il lui manque du gaz, là par contre, ça va être très 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 compliqué. Donc avant même de parler de game plan, de travail en low kick, de gestion de la distance, de boxe en reculant, il faut, et j'espère de tout cœur que c'est ce qu'on va voir, un cut maîtrisé, avec un poids à 61 fait sans trop se griller et un potentiel 3 rounds à faire le lendemain qui va être très fort en termes de rythme, de productivité, de feinte et d'informations à envoyer. Parce que c'est pas un jeune, 25 ans, c'est pas jeune. Même s'il vient d'arriver à l'UFC, même s'il est tout foufou, son adversaire, 25 ans, pour il y a certains combattants qui sont à leur meilleur niveau, à leur top. Il y a certains combattants qui le sont plutôt vers 26 ou 28. Donc, ce n'est pas jeune. C'est un combattant qui est en pleine possession de ses moyens, qui a un talent physique et un potentiel physique très important. Maintenant, tu boxes en reculant, tu le forces à se déplacer, tu le contres en low kick, tu es capable de faire ça. Moi, je vais être très honnête, même si j'aime beaucoup Yanis et Fares, je le vois pas finir le combat avant. Même si on a vu que sur des séquences de lutte et au sol, il était perméable et qu'il y avait un chemin de contrôle, il a quand même montré de belles choses en défense de grappling. Et je pense qu'il va être très difficile à finir et que si chemin de victoire il y a, c'est une décision. C'est un mec là que tu peux battre 29-28 en le forçant à rentrer dans un combat stratégique, en reculant. Et ça, Yanis sait le faire. Mais je le vois pas du tout finir ce combat. Ouais, parce qu'effectivement, la seule fois où on a vu Talbot réellement en difficulté, c'était contre Nick Aguirre, qui est un très bon grappleur. Et on voit quand même une bonne défense, une complexité à aller chercher le finish. Voilà. Il y a vraiment moyen d'aller prendre tes minutes de combat contre lui, le mettre en difficulté, mais je crois que le finish est difficile à obtenir. Alors la porte, c'est jamais impossible dans n'importe quel combat. On a déjà eu des surprises dans tous les sens en MMA, donc on va pas fermer cette porte, mais c'est vrai qu'elle est difficile à imaginer, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est un bon moment justement parce qu'on a teasé les codes de Paris, Maintenant, on va en parler. Alors forcément, c'est en combat préliminaire, donc sur les sites français, il n'y a pas. Par contre, sur les sites internationaux, c'est sans appel. On est à plus 800 pour Yanis, on est à moins 1600 pour Talbot. Okay. On est sur les cotes de Shevchenko contre Jessica Eye, Ronda Rousey contre Correa. Même John Jones ou Anderson Silva n'a jamais été favori à ce point-là dans aucun de leurs combats à l'UFC. En gros, plus 800
contre moins 1600, on donne moins de 10% de chance à Yanis de l'emporter. Ok. Alors, 90-10. j'ai- C'est dur. C'est dur. c'est dur, on est d'accord. J'ai pas demandé, parce que bon, tu l'as grillé, toi tu donnes 70-30, 70-30, t'avais dit Ouais. plus tôt dans le podcast. Moi je crois que j'avais fait un live au moment de l'annonce du combat, j'avais donné un 80-20, entre 75 et 80 pour Talbot. Donc je trouve ça aussi sévère. Par contre, je vais te demander ton avis là-dessus. Toi en tant que coach, imagine tu signes un combat et tu sais que c'est compliqué pour ton athlète. Et puis tu vois les codes de paris qui sortent et tu vois que ton athlète, comme Yanis, on lui donne même pas 10% de l'emporter. Stratégiquement, est-ce que tu pars du principe que tu dois prendre des risques pour gagner ou tu te dis il y a des choses qu'ils voient pas, que les bookmakers voient pas et moi je reste concentré sur un combat comme si c'était un 50-50 par exemple. Bah écoute, je vais te répondre en prenant deux exemples très concrets de Manon Fiorot et d'Axel Sola il n'y a pas très longtemps, parce que ça allait dans les deux sens. On rappelle vite fait le contexte en 10 secondes. Manon était favorite à l'ouverture et elle était underdog. C'était quoi, je crois, au mardi ou mercredi de la Fight Week, hein, si je dis pas de bêtises. Tu me coupes, Chris, si je divague, mais je crois que c'était ça. Mhm. Et après, Axel était extrêmement favori contre Daguia. Je crois que c'était à plus de 3 contre 1, si je ne dis pas de sottises non plus à ce moment-là. C'était Dans tous les cas, dans tous les cas, je me dis toujours la même chose. Pas que je me prenne pour une intelligence supérieure, hein. Loin de là, je me dis que les algorithmes et les gens qui travaillent sur les sites de paris, ils voient des statistiques et que le MMA, c'est tout sauf des statistiques. Même si tu sais l'amour que j'ai pour la data et les chiffres, néanmoins, on peut pas tout analyser comme ça avec des précédents, avec l'adversaire d'avant. Ça donne une idée très sérieuse et qui, dans la grande majorité, est souvent justifiée et bonne, mais on peut pas tout raisonner comme ça. Là, je trouve surtout que il n'y a pas de précédent en fait. C'est-à-dire que il a jamais pris de gens qui ont cette boxe en reculant et Dieu sait que c'est compliqué à gérer. Et pour le moment, il nous a montré de bonnes réponses, mais on sait que la lutte n'est pas forcément sa win condition. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire que on a un record immaculé, vierge de défaite. On a des scénarios dans lesquels il a effectivement, on l'a souligné 2 fois, perdu 2 fois le premier round. Mais Yanis, c'est quand même un combattant extrêmement chevronné. C'est quand même un combattant qui a un style très chiant. Et quand je dis chiant, c'est pas soporifique, hein. C'est toujours difficile de prendre un mec qui recule beaucoup, qui sert beaucoup de l'espace et ce genre de choses. Petite interrogation, point positif pour Yanis, je pense, ce sera la très grande cage, puisque on est sur un UFC numéroté. Donc, je pense que effectivement, ça, pour quelqu'un qui recule et qui a un jeu plutôt sur les déplacements antéro-postérieurs, c'est plutôt une bonne chose. Après, non, moins de 10 chances sur 10, moins de 10 chances sur 100, c'est-à-dire c'est quand même c'est pas un manque de respect. Je sais que ça reste que des algorithmes, mais je pense que aujourd'hui il y a pas une aussi grande différence entre ces deux combattants, même si, comme je te le disais, il y a des interrogations, notamment sur le poids et notamment sur dans cette catégorie-là. Pour Yanis, la capacité à être durable sur 3 rounds. Parce que, comme je le dis, il n'y a pas une énorme différence entre les 66 et Yanis Ghemmouri. Quand tu le vois à côté de William, quand tu le vois à côté d'un Elias Giroun, très honnêtement, on n'est pas très éloigné sur le gabarit. Il est vraiment costaud. Et on sait que, en tout cas, sur ses derniers combats, ça a été difficile pour lui de faire le poids. Et là, par contre, je pense que c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte. Après, sur le style, je pense vraiment qu'il peut l'emmerder, moi. Vraiment, vraiment que ça peut être quelque chose qui demande des réglages et qui demande de la patience et de la remise en question. Ouais, en fait, moi, je comprends les codes de paris pour le contexte. Je les trouve pas justes, mais je comprends pourquoi elles sont comme ça. D'un côté, Talbot, il a une certaine hype. Les gens commencent à en parler hautement et sa dernière performance est exceptionnelle. On sait très bien que quand tu as des combattants qui ont une hype, tu as directement en plus 5, plus 10% qui va à leur avantage. Pourquoi ? Parce que pour les sites de paris, tout simplement, ils savent que des gens vont parier à l'aveugle sur ce gars. Et donc, c'est intéressant de rendre sa cote moins intéressante. En Conor McGregor qui va combattre,
tu fais toujours un plus 5, plus 10%. Un Doumbé qui va combattre, tu as la réalité, tu fais toujours un plus 5, plus 10%. Donc ici, quand c'est moins de 10%, officiellement, je pense que les bookmakers, tu as toujours l'algorithme et puis tu as un humain qui passe derrière. Bah, ils disent il y a beaucoup de hype sur Talbot. À l'international, Guémouri, on le connaît pas bien. Il a combattu qu'une fois à l'UFC Paris. Il a pas, comme tu l'as dit, c'est pas le combat qu'on a retenu de l'UFC Paris. Donc, il n'a pas pu montrer grand chose. C'était un combat à faible volume. Et donc, par conséquent, à l'inverse, Guémouri, à l'international, il n'a pas de hype. Donc, il y a clairement eu un plus 10% qui traîne là-dessus. Et moi, je m'accorde déjà beaucoup plus sur un 80-20 ou un 75-25 si je dois être 100% honnête. Comme tu l'as dit plus tôt dans le podcast, quand on traite des Français sur Fight Minds, on doit les traiter comme si c'était des internationaux et essayer de prendre du recul. Et donc, si c'était pas Guémouri, mais quelqu'un du même niveau que Guémouri qui était américain, ben, je me serais dit 75-80% de chance pour Talbot. Ce qui signifie qu'il y a des chemins vers la victoire. Et j'arrive un peu vers mes dernières questions. La première question que j'ai posée, c'est plus à la place de Talbot. Tu arrives dans un combat, tu vois les cotes de Paris. Tu dis, OK, on me voit gagner sans problème. On me voit favori à plus de 90%. Est-ce que ça ne met pas un genre de pression en mode, j'ai pas intérêt à merder, je dois lui rouler dessus, je peux pas faire une split, je peux pas faire un 30-27, je dois le finaliser, ou bien je dois faire un 30-24 Je pense il y a un genre de pression là-dessus. Je vais utiliser, en plus ça tombe bien, toi tu es un Français de Belge, et là je vais utiliser un Français de Québécois, petite dédicace à mon frérot Christophe Midou. Je pense que, je le connais pas personnellement, hein, mais il est un peu fucké, tu vois, je vais utiliser cette expression québécoise, tu sens que le petit est fucké un peu, tu vois, il est foufou, il fait des trucs, il parle des fois à ses adversaires, il leur fait des sourires, et en toute objectivité, je pense pas, tu sens que ce mec-là, il vient... il kiffe ce qu'il fait, vraiment, tu vois. C'est le genre de combattant, tu sens qu'il aime ça, la bagarre, la confrontation, il vient. Je pense vraiment qu'il travaille très dur, mais qu'il prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'il fait. Et du coup, je ne pense pas que ce soit un garçon qui calcule ce genre de choses et qui aille prendre en compte que la cote de Paris le met hautement favori, que de ce fait, il faut faire une bonne prestation. Je pense que le gars, il est arrivé à l'UFC pour gravir les étapes et je ne sais pas s'il les a vues ou pas vues, les cotes, c'est ça, je ne veux pas du tout spéculer là-dessus. Mais tu vois, je pense que c'est le genre de gars qui arrive et en fait, il veut faire. Maintenant, il y a une projection des mecs, ils ont du recul parce que les boîtes de management qui s'occupent des gars, ils savent. Même nous, en France, on a un recul. On sait qu'aujourd'hui, le gap, c'est avoir un deuxième contrat à l'UFC. Là, tu commences à t'en sortir bien et tu gagnes de l'argent à ton troisième combat. Tu vois, si je devais faire à ton troisième contrat, pardon. Et si je devais faire un coach talk là-dessus, et on fera peut-être un live un jour là-dessus pour répondre aux questions, c'est vraiment ça. L'UFC, c'est le Graal du combattant de MMA, parce que quoi qu'on en dise en ce moment, ça reste le Graal pour moi en tout cas et pour beaucoup de mes athlètes du MMA en termes de niveau. Mais effectivement, c'est loin d'être un aboutissement. C'est le début de l'entonnoir et effectivement, le premier contrat te permet de vivre comme des très bons combattants de ligues mineures. C'est-à-dire que tu as des mecs sur des ligues comme Octagon, même Ares, hein, où il y a la même rémunération, soyons honnêtes et francs. Par contre, effectivement, tu vas à la recherche d'un deuxième contrat pour te donner de l'air et tu sais que tu commences à gagner de l'argent sur ton troisième contrat. Donc, ne pensez pas à 4. Bien souvent, on signe son deuxième contrat à son deuxième ou à son troisième combat. Donc, voilà, moi, je pense que ce qui anime ce garçon, c'est ça, et qui vient pour faire un show et qui sait qu'il a quand même de la chance d'être sur une très, très grosse carte, même si moi, j'aime beaucoup le Pereira Prochaska, mais effectivement, cette UFC a perdu un petit peu de son éclat avec le replacement de notoriété en tout cas. Ouais. C'est ça. Sportivement, tous, on est même content de ça. Bien sûr. Moi, je l'ai dit avec toi sur un podcast il y a quelques mois. Moi, Conor, il m'a fait rêver, mais il me fait plus rêver. Mais il a perdu un peu de lumière cette UFC à cause de ça. Soyons honnêtes. Mais voilà, c'est une chance et je pense plutôt qu'il voit ça comme ça, moi. Je pense pas du tout qu'il se dit ah ouais, la cote de Paris elle est très haute pour moi, il faut pas que je me loupe. Je pense qu'il sait qu'il va être sur une carte qui est vue
et qu'il vient briller. Et même dans sa tête, je suis sûr hein, qu'il se dit allez, c'est bon, je vais faire ce combat, comme ça je signe directement mon 2e contrat et je me donne de l'air. Alors, il me reste deux points à aborder. Un point, ce sera justement par rapport au choix de l'UFC de faire ce combat, par rapport aux directions de carrière de Guémouri et de Talbot. Avant ça, plutôt sur l'aspect stratégique, du coup, si tu faisais partie du camp Yanis Guémouri, en sachant que ce combat a été annoncé bien à l'avance, donc on va partir du principe que c'est la durée optimale, hein, je sais pas, 8 à 10 semaines, ça a été vraiment annoncé il y a quand même un petit temps. Ouais. Quels sont les axes que tu travailles? Tu sembles, comme on l'a dit, la lutte semble être quelque chose qui a une porte d'entrée vers une victoire potentielle contre Talbot, mais Yanis, je l'ai toujours considéré comme un striker grappleur, pas comme un... Il manque l'échelon de la lutte. Il n'y a pas ça dans ses grandes forces. C'est un très bon grappleur pour moi. C'est un très bon striker, mais la lutte offensive n'a pas encore été beaucoup montrée dans son parcours au Brave ni quoi que ce soit. Ouais. Quand on est analyste de MMA, on est comme un juriste dans la vie de tous les jours. On se doit d'analyser des faits. Donc effectivement, pour le moment, la lutte n'a pas été une win condition. Point final. Par contre, il y a un élément. Alors attention, hein, je ne veux pas dire de bêtises, j'ai juste, pour suivre les deux sur Instagram, constaté que Fares a été très, très, très présent pendant le camp, pendant son camp. Il a été beaucoup à Farasiam et je vais préciser un peu ma pensée vite fait. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, il y a une vieille photo qui est sortie, qui a été repartagée par Maître Fumier, qui m'a fait beaucoup rire avec une musique des années 90, où on me voit il y a peut-être une dizaine d'années avec Sofiane Boukichou, et tu as dû la voir sur les réseaux. Et effectivement, si on fait attention, à droite, il y a Fares qui est tout jeune. Et déjà, je m'en rappelle, lui, il va peut-être pas s'en rappeler. Fares, si tu nous écoutes, tu m'enverras un message pour me le dire. Mais ce soir-là, on s'est parlé parce que j'ai félicité Fares, qui était un jeune combattant. Il a fait un coaching. Je sais plus qui il coachait. Je pense que je m'en rappelle plus. Mais il m'avait impressionné déjà à l'époque par les mots qu'il avait utilisés et l'orientation de combat qu'il avait dit, et les consignes qu'il avait données et tout. Et pourquoi je rappelle ce souvenir? Parce qu'en fait, pour ça, il est très très fort, Fares. Il accorde beaucoup d'importance, surtout sur un scénario où il faut contrer un striker. Et partons quand même du principe que pour l'instant, il nous a plus montré, à part des aptitudes physiques et des saltos arrière, il nous a montré une grosse puissance. Et contre Kymon Simon, la win condition, c'est vraiment son striking et ce qu'il a été capable de montrer, comme tu l'as dit, ses coups de genoux et ses coups de coude en sortie, et un ensemble de choses. Et je pense que Fares a pu analyser ça de façon vraiment très précise et qui peut avoir remarqué, décelé des trucs. Et moi, je pense que effectivement, contrer, lui donner des informations, ce qu'on appelle piter, c'est-à-dire feinter pour pouvoir générer un geste. Et il ne faut pas se dire ouais, mais ça marche. Non, non. Pour rappel, pour ceux qui ont besoin, si tant est qu'il y ait besoin de concentrer les gens et de leur montrer que ça marche même à très haut niveau, Robert Whittaker, il a pité 3 fois contre Ikram. Il s'est rendu compte très vite que ce qu'avait travaillé Ikram, c'était high kick, jambe avant avec T-step. Il l'a pité 2 fois et à la 3e, il a baissé la main du bras avant, il a envoyé un cross bras arrière et il l'a endormi. Donc, à n'importe quel niveau que ce soit, et là on parle d'une demi-finale mondiale, puisque je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce terme, mais je m'en fous, je le dis quand même. On parle, voilà, Alisterov, il battait Whittaker, il était en lice pour aller peut-être prendre la ceinture ou prendre un contender à la ceinture. Donc on parle du top niveau, et à ce top niveau, on s'est rendu compte que une feinte, un pit, une mauvaise intention et un retour, ça avait déclenché une action de la part du partenaire et sur laquelle on pouvait capitaliser. Donc je pense, moi, qu'il y a un chemin là-dessus, sur des feintes, sur des déplacements, sur des remises en zone basse, notamment en calf et en low kick, pour pouvoir... tu te rappelles quand on avait misé juste déjà à l'époque, on avait fait Marshall Gomis. Tu te rappelles, Chris, on avait dit ouais, ça va être méga tendu, mais le chemin vers la victoire, c'est de gagner 2 rounds sur 3. Tu te rappelles de ça? On avait fait cette analyse ensemble. Et on avait bien misé, puisque William avait
on avait dit que ça allait être très difficile compte tenu du match-up, mais faisable et qu'il fallait gagner 2 rounds sur les 3. Et ben là, je répète ce que je dis avec le paramètre à prendre en compte, en plus de la durabilité dans cette catégorie, parce qu'on sait que le cut est difficile, mais il y a un chemin en feintant, en décalant, en étant extrêmement mobile et en marquant ses points, et en touchant, en ressortant et en finissant souvent en zone basse pour marquer des touches et pour gêner les appuis, les reprises d'appui de son adversaire. Moi, je pense qu'il y a un réel chemin vers la victoire à partir de là. La seule interrogation, c'est que pour faire ça, il faut énormément de gaz. Et là, ne faisant pas partie du camp, ne sachant pas à quel poids il est aujourd'hui, là, nous, on fait ce podcast, on est mardi soir, donc il est déjà en train de préparer son cut. Allez, je vais donner des chiffres parce que je sais que les gens qui nous écoutent aiment bien les chiffres, mais s'il est à 66-67 kilos maintenant, ben, ça laisse présager qu'en tout cas, il ne sera pas diminué et qu'on aura un Yanis Guémouri à 100% de ses capacités, capable de faire ce genre de game plan. Si là, il est plus à 71-72, bah, ça va être compliqué et effectivement, ben, il y aura peut-être un déficit énergétique et d'oxygène quand le combat va avancer dans le temps. Ouais, en fait, dans ce combat-ci, il faut trouver un peu ce juste milieu entre être agile, être mobile. Donc, ça demande de pas être trop lourd. Mais il faut être aussi capable de matcher la puissance de frappe de Talbot. Donc, il ne faut pas être trop léger non plus. On a vu, comme tu l'as dit, une des raisons pour lesquelles Talbot a roulé sur Simon, c'est aussi parce qu'il y avait une différence de peps dans les frappes, au-delà de la précision, le timing, la gestion de la distance. C'était aussi une différence notable. Donc, il faut savoir trouver ce juste milieu. Je pense qu'il y a aussi un élément, c'est peut-être frustrer Talbot, comme il y a beaucoup d'attentes sur lui. Si tu es là pour beaucoup bouger, quand il attaque, tu désengages, ce qui signifie que tu as toujours besoin d'espace derrière toi, donc avoir une bonne gestion de l'espace, avoir de bons déplacements, récupérer le centre dès que tu peux, désengager, contrer une fois sur 5. Une fois sur 5, il a un très bon check-hook, Yanis. Il pourrait le surprendre sur un check-hook. Sur des moments creux, Yanis, il aime beaucoup le hand fighting, en garde ouverte comme en garde fermée. C'est beaucoup plus rare en garde fermée. Talbot, il n'est pas contre faire du hand fighting. Donc, je pense que ça peut être un jeu dans lequel il peut, on gère la distance, on se touche les mains, boum, low kick et je sors derrière. Il peut y avoir ce côté un peu, ok, je te touche un peu plus, je te frustre, je te force à surengager. Quand tu surengages, continue à désengager. Et quand tu surengages beaucoup trop, il y a un check-hook qui va venir quand je désengage pas, mais que j'ancre mes pieds. Et potentiellement, si Talbot surengage, casser la distance en gréco. Pourquoi je dis en gréco, c'est casser la distance haut. Si tu fais comme Simon, il y a des genoux qui risquent de venir. Il y a des trop bons réflexes. Donc, casser la distance, chercher le double underhook, pousser à la cage, descendre dans les jambes à la cage ou créer un angle pour chercher le dos. Voilà, comme je dis, je pense qu'il y a des chemins vers la victoire. Ils sont compliqués. Ils sont énergivores et compliqués. Ouais, c'est logique que Talbot soit ultra favori. C'est pas pour autant que c'est pas mission impossible. C'est très compliqué pour Yanis. Je rejoins. C'est pas mission impossible, mais là, il n'y a pas d'erreur possible. Ni dans la préparation, ni dans le cut, certainement pas dans la réhydratation. Et le soir du combat, ça doit être flow state, lucide, du début à la fin. Et là, il y a une chance. Là, il y a une chance. C'est pas qu'il se transforme en favori tout d'un coup. Non, il y a un chemin vers la victoire. On n'est pas du tout en train de dire qu'il est favori, loin de là. Après, c'est vrai, et je reviens juste à ce que tu disais au niveau du match-up à ta question précédente. Force est de constater que l'UFC n'a pas été très sympa sur les match-ups. Parce que si tu regardes bien, entre le premier match-up qui était prévu initialement, qui était l'adversaire qui a pris Taylor derrière. Loufran. Comment il s'appelle déjà? Caolan Loufran. Ouais, Caolan Lougran. Pas facile. Champion du Cage Warrior, mec très solide et on voit qu'il est revenu assez bien après sa défaite contre Taylor. Ouais. L'adversaire qui lui était initialement proposé, si je dis pas de bêtises, c'était en Arabie Saoudite au départ. Il aurait dû combattre hier soir. Non, il aurait dû combattre sur le premier événement d'Arabie Saoudite du mois de mars. C'est ça, Vinicius Oliveira. C'était Vinicius Oliveira, qui a fait que des je connais très bien dégâts. qui avait mis KO Xavier Alaoui pour à l'époque où Xavier est déjà venu s'entraîner au Boxing Squad. Il a été champion de l'UA Warrior en même temps que Manon Fiorot. Et donc moi j'ai suivi ce combat de très près.
Et c'était pas du tout un cadeau. Non. C'est un danger pour la catégorie qui va. On parlait hypothétiquement de mecs qui peuvent rentrer dans le top 15. Bah lui, ça en est un aussi. Moi, je suis honnête. Je pense que ce mec-là peut rentrer dans le top 15. Il est pas parfait. Il va souvent à la bagarre. Mais c'est un très gros prospect, très costaud pour la catégorie, qui frappe aussi extrêmement fort et qui a un gros niveau de grappling. Donc voilà. Il y a 3 adversaires hypothétiques qui ont été soumis à Yanis Ghemmouri. Effectivement, aucun des 3 n'était fait pour le faire briller. On va dire ça comme ça. On va pas dire que c'était match-up trop compliqué. C'est pas vrai. C'est un fighter UFC et à l'UFC, tu fréquentes l'excellence des fighters. Cela étant, si je me rappelle bien, la dernière fois qu'on a fait le compte, il y a 71 kilos, 61 kilos à l'UFC. Ah bon, ouais. Bon, c'est pas les plus mauvais qui lui ont proposé. Hein. Non, clairement pas. On lui donne pas un parcours facile et preuve en est, encore une fois, on rapatrie chaque fois sur les cotes internationales. Quand t'es pas favori et quand t'es gros underdog, ça veut dire que l'UFC te met pas dans des combats qui sont supposés te faire briller. Ceci étant dit, s'il passe, il passe très bien, il passe très haut, il prend de la hype et c'est un retournement de carrière immédiat. Il y a un gros enjeu. Je suis d'accord avec toi. Très gros enjeu. Alors que, après, on peut le dire aussi, du côté de Talbot, est-ce qu'ils sont en train de vouloir le construire lentement? Parce que j'ai vu le commentaire à l'international et j'ai pas spécialement de contre-argument. Passer de Simon à Ghemmouri, c'est pas un step-up. Bah, en termes de niveau, moi je pense que Yanis est bien plus posé que Simon et peut être chiant. Après, pareil, on se base là sur de l'analyse. On regarde des faits. Je parle pas de niveau, je parle de où ils en sont dans leur carrière. Ghemmouri, Ghemmouri est à 0-1 à l'UFC. Ouais. C'est ça. Simon, quand il a pris, il était quoi? Il était à 2-1, hein, c'est ça, je crois. Hein. Attends, j'ai regardé pour qu'on dise pas de bêtises. Il me semble. Il venait de perdre. Simon venait de perdre, mais il avait 2 victoires avant, je pense. C'est ça. Donc, de tête, je crois que Cameron Simon était à 2-1 quand il a pris Talbot. Vérifie si tu veux. Non, attends. Donc, comme ça, on est très clair. À 5-0, il passe au Contender Series. Il gagne au Contender Series, il signe. Il prend 3 victoires. Il est à 3-1 à l'UFC. Donc, tu passes d'un gars qui est à 3-1 à l'UFC à un gars qui est à 0-1 à l'UFC. Donc, ouais, c'est pas un step-up. En ranking, c'est pas un step-up. Clairement, non. Clairement, non. Tu prends un mec qui est à 3-1 dans l'organisation, que tu bats brillamment, je ne sais même pas s'il ne prend pas un bonus. Ceci dit, je pense, normalement, si on en suit la tradition, parce que c'est juste une tradition et ce n'est pas formellement écrit dans les contrats, quand tu prends un bonus, tu es en main card. Donc, je vais me réserver. Je pense qu'il n'a pas pris de bonus. Ouais, normalement. Alors, pareil, tu vois, il y a des petits trucs. Pareil, si un jour on peut en faire un coach talk, on le fera. Il y a des petits trucs qu'on peut discrètement expliquer à notre auditoria Fightman. Il y a des petits trucs comme ça, comme le fait il y a un petit bonus qu'on prend quand on est main event. Il y a effectivement cette tradition d'être en main card quand tu prends un bonus normalement. Hein. Donc, c'est des petits trucs en plus, on en parlera. Un jour, on fera un coach talk là-dessus. Donc, Simon a pris un bonus à l'UFC 282. Mais par contre, il était en prélim sur les 2 combats suivants. En même temps, son bonus, c'est dans ses débuts UFC. Donc, voilà, c'est peut-être chaud de dire Après, voilà, c'est ça. Après, il le transforme des fois. C'est-à-dire que des fois, tu vas dire, bon, ok, t'es pas en main card, mais t'es sur un UFC numéroté. C'est-à-dire que il y a ce genre de considération quand même. Tu peux avoir, il y a un dialogue ouvert. Normalement, tu prends un bonus, t'es en main. C'est ça. En fait, après, si c'est un numéroté, c'est différent. Tu vois ce que je veux te dire, Chris? Mais c'est exactement ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est son premier combat à l'UFC. Donc je parle de Simon. Hein, il prend un bonus à l'UFC 282, donc il était déjà sur un numéroté. Son deuxième combat, c'est la carte Jones contre Gann, donc un numéroté. Voilà. Et son troisième, là, il prend pas de bonus, mais son troisième combat, c'est de nouveau un numéroté. Donc il a fait 3 numérotés, Simon. Et puis, il est passé en carte principale, et là, il a perdu. Et puis, il a pris Talbot, et il a de nouveau perdu. Et ça, c'était des main cards de Fight Night. Voilà, comme ça, on a été très précis. Ouais. Et sur le fonctionnement, les gens ont compris. C'est-à-dire que tu fais ça sur un Fight Night, tu vas en main card d'un Fight Night. Tu fais ça sur un Fight Night, on peut te proposer une prélim d'un gros UFC. Surtout, tu t'imagines, la prélim d'un John Jones ou la prélim d'un Conor, c'est colossal pour la hype d'un fighter, et c'est ce qui était prévu initialement. Donc, oui, il n'y a rien à dire. C'est aux États-Unis, il est à domicile.
on est sur un garçon qui a 0-1 à l'UFC, même si nous, on connaît les qualités d'Yanis. Voilà. Il y a un contexte qui fait que tu pouvais facilement parler de 70-30 ou de 80-20. Après, est-ce qu'il y a un chemin? Oui. Et j'ai envie de dire, et je m'excuse déjà du coach de lutte de la nouvelle équipe de Lyon et du coach de grappling, je pense, moi, personnellement, que le game plan striking peut être parfaitement élaboré par l'équipe de Yanis avec Fares dedans, parce que c'est quand même des top strikers français. Ils sont capables de faire des choses très très pointues en striking, et il y a vraiment un réel talent dans cette équipe là-dessus. Donc, il y a un chemin clair, net, précis. Effectivement, 3 chances si c'est Aldric qui parle, ou 2 chances sur 10 si c'est Chris, c'est toujours des chances. Elles sont 3 sur 10, c'est beaucoup. C'est pas énorme, effectivement, ça en laisse 7 autres pour l'adversaire, mais il y a un vrai chemin qui existe. Ça veut dire que tu y crois 3 fois plus que les cotes internationales, et j'y crois 2 fois plus que les cotes internationales. Parce que je vois très bien les gens nous tomber dessus en mode vous aviez dit pareil pour BSD contre Bonfim, genre on est encore l'année passée, tu vois. Je l'ai pris insultant, ces gens-là. On a quand même dit plein de trucs, et on a dit qu'on le souhaitait énormément et que moi je le voyais faire un combat, ce combat amené vers la victoire. Mais quand même, on s'est déjà expliqué maintes et maintes fois sur ce truc. Mais tu as raison d'en parler, c'est toujours intéressant. Non, mais voilà, je pense que ça reste aussi intéressant de. Ouais. Je pense que ça reste aussi intéressant de comparer ce qu'on dit avec les cotes internationales. Et autant pour BSD contre Bonfim, on lui donnait plus de chances que ce que donnaient les cotes internationales. Au final, moi, j'avais retourné mon pronostic pour BSD, donc je sais même pas pourquoi les gens continuent à nous tomber dessus. Bref, on sait quel public. Ils aiment bien nous taquiner. Et ici, on montre, on laisse Yanis underdog, mais on montre plus de respect que ce que les cotes internationales lui donnent. Donc, si les gens veulent nous tomber dessus, tu sais quoi, c'est leur problème. Voilà. Ouais. Après, je te dis, c'est moi, je te dis la vérité, c'est un combat qui me hype beaucoup, parce qu'il est quand même, déjà, on a envie de voir, c'était pas facile ce qu'ils lui ont proposé. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur puisqu'on était en Fight Week avec Manon. C'était pas facile quand même d'apprendre que ça changeait rapidement comme ça. En plus, c'était leur équipe, enfin leur coin qui avait pas pu faire le poids, donc ils devaient se sentir. T'as toujours un petit sentiment un peu de gêne quand ça t'arrive, faut être honnête. Ouais. Puis derrière, il apprend au dernier moment, enfin très tard dans la Fight Week, que c'est un Français qui prend, alors qu'on était tous entre nous. Tu sais, c'est pour l'avoir fait une fois en tant que guest quand Manon était blessé, et une fois en tant qu'acteur à proprement dit du co-main event. Il est beau cet UFC parce que aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de liens forts entre la plupart des Français. On se connaît tous, beaucoup d'affinités. Je l'avais dit, je l'ai jamais caché moi avec Taylor par exemple, ou avec Cyril, avec qui j'aime beaucoup discuter. Et du coup, c'est spécial cet UFC Paris, tu vois. Et d'un seul coup, je pense même que si je dis pas de bêtises, le lundi ils se sont checkés quoi, sans savoir qu'ils allaient s'affronter. Ils l'ont su soit lundi très tard, soit mardi matin, qu'ils allaient se tomber dessus les deux. Et c'était à mon avis pas des conditions optimum, tu vois. Moi j'ai l'impression que c'était même un peu plus tard. Moi j'ai en tête mardi ou mercredi. Peut-être même que c'est plutôt. Il me semble que tu as raison. Parce que normalement on arrive en Fight Week, nous le mardi. Je sais plus si on était arrivé avant. Mais en tout cas, si c'est pas le mardi, c'est même le mercredi qu'ils ont su qu'ils allaient. Il me semble parce que c'était tout le bordel avec Muin Gafurov qui a pas son visa et tout. Donc, exactement. Muin Gafurov qui est incapable d'arriver à Paris, tu le sais au moment où il est supposé prendre l'avion. Donc tu l'apprends le mardi. Et donc selon moi, c'était soit mardi soir, soit mercredi matin que tout a été changé. Parce qu'il faut encore négocier tout ça. C'est ça, je pense que tu as raison. Donc t'imagines, t'as le clan français, d'un seul coup, tu apprends que tu vas t'affronter. Les conditions n'étaient pas folles, et je pense que c'était pas des super débuts pour Yanis, compte tenu de tout cet algorithme, tu vois, qu'on a évoqué. Donc moi, j'ai envie de le voir faire. Là, c'est un gros UFC. Il sait qu'il y a beaucoup de caméras qui vont être braquées sur lui. Ils ont été très raisonnables parce qu'ils sont partis il y a plus d'une semaine, en passant d'abord par l'Apex, par l'UFC PI, quoi, tout simplement, et en finissant le camp là-bas.
Enfin, je dis Apex parce que c'est au même endroit. Il y a peut-être 50 mètres à faire pour aller d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue, peut-être un peu plus, 200 mètres. Mais voilà, ils ont été raisonnables, ils ont été même très prudents, ils sont arrivés avant. Je pense qu'ils ont fait un très bon camp. J'espère de tout cœur qu'il n'y aura ni problème de poids, ni problème de blessure, puisqu'on sait qu'en ce moment, bah, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'athlètes ou blessés, ou je vais utiliser un nouveau terme, un nouveau mot, staphylocoqués. Et du coup, j'espère qu'il est passé à travers tout cela et qu'on va avoir un affrontement, moi en tout cas, qui me hype beaucoup et qui, Ouais. effectivement, ne nous le cachons pas, est en défaveur de Yanis au niveau des pronostics. Voilà, donc on va finir là-dessus, hein. On lui souhaite le meilleur, on y croit, on espère, et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est de prendre toute la hype de Talbot et voilà, et renverser les tendances et faire mentir les codes de Paris. Mais on est bien d'accord, les codes de Paris sortent pas de nulle part. C'est un combat très chaud parce que Talbot est un gros, gros, gros talent. Et encore une fois, les codes de Paris qui sont établis, c'est pas parce que Yanis est mauvais, c'est vraiment parce que Talbot est très fort. Ça, il faut aussi le préciser, parce que certains pourraient dire, ah bah si on donne que 8% de chance de gagner à Yanis, c'est pas, non, c'est juste que Talbot, il y a beaucoup, beaucoup d'attentes sur lui. Et pour finir, parce que tu dis que tu es très hypé par ça, moi, donc, il y a la pré-prelims qui est bof de l'UFC 303, très bof. Quoique, il y a Ricky Simon contre Vinicius Oliveira en combat d'ouverture. Énorme combat, ça. Mais après, voilà, c'est très bof. Là, les deux derniers combats de la early prelim, c'est pas terrible. Mais par contre, les 4 combats de la prelims, Talbot, Gemouri, Charles Jourdain, Jean Silva qui devait affronter William Gomis, Cub Swanson, André Fili, fun garanti, et Joe Pyfer contre Marc-André Barrio. C'est classe, hein. C'est très, très classe, hein. Ouais, elle est un peu canadienne aussi, cette prélim. Mais Jourdain, bon, bah, moi, tu sais que c'est un combattant que j'aime beaucoup et qui est très sympa. Et je pense que vraiment, j'espère que il va prendre en compte ses entraînements. On l'a vu pas mal avec Georges Saint-Pierre pendant un moment. Et je pense que vraiment, s'il est un poil moins foufou et un peu plus raisonné sur ses défenses de lutte et sur le côté technico-tactique à mettre dans un combat, pareil, ça peut être un futur très très grand prospect. Rappelle-toi, le premier petit jeu des questions, Aldric et vous, qu'on avait fait avec Fight Mind, et j'avais cette question qui m'avait été posée, de qui aimerais-tu t'occuper? Et j'avais préféré orienter vers un fighter international pour pas vexer les coachs et les équipes françaises que je côtoie tous les jours. Et j'avais choisi Jourdain parce que je pense qu'il a un très très grand potentiel et j'aime beaucoup beaucoup son style, même s'il y a besoin d'un peu plus de méthode et de stratégie dans ce qu'il fait. Ouais, et je comprends entièrement ton choix. Moi, Jourdain, je le connais depuis très longtemps parce que quand j'allais coacher Grit au TKO au Canada, les 3 fois où elle a combattu au TKO, on était sur la même carte que les frères Jourdain, donc Charles et Louis, et on les suit depuis longtemps parce qu'ils ont un style exceptionnel et très agréable à regarder. Donc voilà, je comprends entièrement ton choix. On termine là-dessus, Adric? Top. Bon, parfait. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Merci Adric pour ta préparation. Évidemment, en commentaire, pour donner du référencement, n'hésitez pas à donner vos pronos, à donner un argument sur pourquoi on doit peut-être y croire encore plus en la victoire de Yanis. On est preneur, on est là pour échanger avec vous. Ciao, ciao. Abonnez-vous aussi. À très vite. À très vite.